Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous rejoignez sur cette chaîne YouTube, sur cette chaire Henri Lafontaine. Henri Lafontaine, on ne cesse de vous le rappeler, était évidemment un pacifiste, était aussi un attentif au sort des femmes. Et la question des femmes, et singulièrement en Iran aujourd'hui, occupe le devant de l'actualité parce qu'elles revendiquent une série de choses, mais surtout aussi parce qu'elles osent défier un régime qui les avait au minimum renvoyées à un certain nombre d'archétypes, on peut dire pour le moins traditionnalistes. Pour nous en parler, avec nous Firouzena Avandi, professeure émérite de l'Université libre de Bruxelles, où elle a beaucoup étudié ce phénomène et elle vient de ressortir « Être femme en Iran » aux éditions de l'Académie, dans la collection L'Académie en poche. Bonjour Firouzena Avandi. Bonjour. Être femme dans les mondes musulmans aujourd'hui, de manière plus globale et non arabe, comme c'est le cas de l'Iran, est-ce que c'est par essence une situation difficile ? Cela devient une situation de plus en plus difficile si on la compare à toute l'évolution qu'il y a eu au début du XXe siècle. C'est le cas en Iran, c'est le cas en Afghanistan également, c'est le cas en Turquie, pour prendre des pays non arabes, où il y a eu un grand effort d'émancipation qui a été mené par les régimes, féminisme d'État, dit-on, pour parfois d'ailleurs critiquer cela. Et on remarque que depuis la fin du XXe siècle, les choses changent. Et donc, effectivement, être femme devient problématique. Et en Iran ou en Afghanistan, les femmes sont devenues des citoyennes de deuxième zone ou, pour ce qui est de l'Afghanistan, carrément des entités non négligeables. Des entités d'ailleurs de plus en plus invisibles pour ce qui est de l'Afghanistan littéralement, puisqu'on leur impose un vêtement particulièrement opprimant et aussi un renvoi à la maison. C'est assez interpellant parce que l'Afghanistan, certes sous tutelle internationale et dans les zones qui étaient sous tutelle internationale et d'un régime qui était assez instable, mais dans ces moments-là, on va dire dans ces 10 dernières années, les jeunes femmes, les femmes en Afghanistan ont pu connaître des positions externalisées, être visibles en société, être décoiffées, je dirais, de cet habit traditionnel. Ça veut dire qu'elles oscillent en permanence entre ces systèmes. Oui, et c'est d'autant plus compliqué pour les femmes en Afghanistan, même si la situation des femmes en Iran est loin d'être idyllique, mais qu'en Afghanistan, il y a une combinaison entre les traditions tribales pashtunes et l'islamisme et les références à la charia, la loi islamique. Tandis qu'en Iran, on a plus des références d'une part à la charia, donc à l'islam tel qu'il devrait être respecté, et puis surtout la situation des femmes est aussi fonction des relations politiques du régime islamique avec l'Occident. Avant d'en arriver au cas spécifique de l'Iran qui occupe effectivement l'actualité, je reste encore sur un autre pays que vous citiez, la Turquie. Oui. Nous avons aussi, nous, on va dire sur l'autre rive ici de la Méditerranée et particulièrement en Europe, une vision tronquée ou peut-être volontairement tronquée. Avons-nous oublié que la Turquie a accordé le droit de vote aux femmes bien avant qu'elle n'ait eu le droit de vote en Belgique ? Je pense que beaucoup l'ont oublié. Beaucoup ont oublié que c'est un des paradoxes de l'évolution, disons, de la Turquie, qu'Atatürk a donné le droit de vote bien avant beaucoup d'autres pays et accordé beaucoup de droits aux femmes et qui étaient quand même dans une situation tout à fait traditionnelle avant ces changements. Oui, Atatürk éradique beaucoup de choses. Il éradique le port du fez, qui représente effectivement l'ancien régime et ses classes sociales et leur séparation. Il éradique les tenues traditionnelles pour les femmes et il accorde des droits
aux femmes. C'était un projet politique, ce n'est pas forcément un projet philanthropique. Ce sont des éléments, disons, politiques, effectivement, je pense, et d'ailleurs à la même période se passent les mêmes événements en Iran, parce que le roi Reza Shah de l'époque est un admirateur d'Atatürk, et donc il essaye de faire les mêmes choses. Et effectivement, imposer dans les deux pays l'enlèvement du voile et le port d'un habit occidental, c'était résolument se placer disons, du côté de l'Occident, de la modernité, et surtout se positionner contre l'islam que dans les deux pays, les deux dirigeants considèrent comme un signe de retard. Alors il faut se poser la question, parce qu'il faut quand même se dire que c'est près de 50 à 60 ans après ces événements, voire même un peu plus qu'en Iran, on rebascule dans un autre type de régime. C'est encore une période plus longue pour ce qui regarde la Turquie, avant l'arrivée d'Erdogan au pouvoir. Comment se fait-il que les femmes qui ont goûté, qui ont pu prendre part, qui par génération ont participé au pouvoir, en Turquie, il y a eu une femme Premier ministre, on l'oublie, mais Tansu Çiller était aux commandes du pays. Comment se fait-il alors que des femmes, de manière assez forte, se réclament du retour à ces habits un peu encagés? Alors, bon, en Turquie et en Iran, ce ne sont pas vraiment des habits encagés. Il y a le foulard, bien évidemment, qui est porté volontiers par un certain nombre de femmes, mais cet attrait pour l'islamisme de manière générale et le fait de femmes qui n'ont pas bénéficié des retombées de la modernité, qui n'ont pas pu se positionner et qui pensent qu'avec l'islam et les promesses d'égalité qui sont faites bien évidemment par les dirigeants, elles vont avoir une place à part entière dans le pays, ou retrouver une position digne. Ça a été aussi étudié dans d'autres religions. Par exemple, ça a été étudié chez les orthodoxes juifs aux États-Unis, puisque la question se posait aussi, pourquoi est-ce que ces femmes sont attirées par une position qui les désavantage objectivement. Et donc, c'est la recherche d'un statut clair. Être une femme avec une position à la maison, avoir un rôle bien clair, au lieu d'être confrontée à la multiplicité de rôles et de pressions également qu'amène la liberté et bien évidemment l'émancipation. Parce qu'il y a un prix à payer aussi. Oui, c'est donc une forme quoi, de confort intellectuel, ne pas avoir à se poser de questions? Je pense qu'il y a une part de ça. Il y a une part de ça, on ne se pose pas de questions, on est reconnu entièrement dans son rôle de femme et c'est réconfortant. De manière générale, cette question de la réislamisation, vous la posez dans un deuxième ouvrage que je montre également, Les visages de la réislamisation, que vous sous-titrez De l'islam et la solution à la dawa et notre identité. C'est donc véritablement parce qu'il y avait une négation d'identité, parce que cette occidentalisation était une forme de négation d'identité? C'est comme cela que c'est présenté en tout cas. Donc l'islam est la solution, c'est le slogan des frères musulmans. Bon, il faut se rappeler aussi que les frères musulmans sont nés dans un pays particulier, en Égypte, dans des conditions particulières, intérieures et internationales. Mais petit à petit, les frères musulmans, sans qu'ils disparaissent, parce qu'ils ont encore quand même leur place, leur réseau et leur influence, ont été supplantés par des mouvements que l'on qualifie de salafistes et qui présentent l'islam comme une solution à tous les problèmes d'identité, et en particulier en Occident, et en particulier d'ailleurs en Belgique. On citait évidemment la figure, forcément, d'Henri Lafontaine. Henri Lafontaine, pacifiste, mais pas naïf, croyait aux vertus, vous le savez, de l'arbitrage international.
Il semble que dans cette nouvelle culture politique qui s'installe dans un certain nombre de ces pays d'obédience musulmane et qui se revendique d'une forme politique de l'islam, il n'y ait pas d'arbitrage pensable, c'est-à-dire il y a nous, les bons musulmans, et le reste du monde, eux, qui doit se soumettre. Je dirais même plus. C'est-à-dire qu'il y a nous, ceux qui appartenant à telle mouvance, et les autres qui sont occidentaux, différentes religions, mais il y a encore nous et les musulmans qui ne croient pas en nous. Donc les musulmans qui n'appartiennent pas à ces obédiences, ce sont les déviants. Donc ils ne sont pas dans une position très confortable non plus, puisque eux aussi doivent être transformés et aboutir finalement à la voie qui est la voie de salut, puisque l'islam, la vérité de Dieu, par ses mouvements, est présentée comme la seule voie de salut, en particulier d'ailleurs par les salafistes de tout genre. Arrivons-en à être femme en Iran. Vous posez la question, quelle émancipation? On en est d'ailleurs à une deuxième édition. La question évolue vite. Ce qui semble être très neuf après déjà les événements d'une révolution dite verte ou d'un mouvement de contestation des régimes qui s'était déroulé il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes, ça commence par des jeunes femmes, ça commence par des drames qui justifient ces jeunes femmes, mais qui sont suivis assez vite aussi par des jeunes hommes qui, par exemple, dans les universités, abattent les cloisons séparant les jeunes hommes et les jeunes femmes. Il n'y a plus, ce patriarcat ne réussit plus à s'imposer? J'en doute fort. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans la position de dire que tous les hommes iraniens sont devenus égalitaires et que même s'ils prétendent effectivement défendre ou soutenir les femmes qui protestent, le patriarcat n'a pas disparu. Mais le fait est que en septembre donc 2022, lorsque les événements tragiques ont eu lieu après la mort de Mahsa Amini, dans des conditions d'ailleurs assez troubles, il y a eu une agrégation de mécontentements qui sont apparus. C'est-à-dire, évidemment, les femmes sont celles qui ont le plus pâti des restrictions imposées par le régime islamique. Et il ne s'agit pas seulement de voile. Le voile, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. C'est le signe visible de l'islamisation. Derrière, il y a toutes sortes de restrictions qui sont déjà présentes dans la Constitution, qui sont présentes dans les codes civils et pénal. Et donc, la mort de Mahsa Amini a, en tout cas pour les femmes, fait éclater un mécontentement qui couvait. Et pourtant, elles avaient protesté, elles avaient résisté de manière différente, elles avaient essayé de trouver des chemins de lutte, mais à chaque fois sans succès. Et là, c'est la révolte. Et étant donné que les conditions économiques étaient déjà, et sont encore plus peut-être aujourd'hui, désastreuses, pas de travail, pauvreté, un pays qui est littéralement assis sur le pétrole et le gaz, avec près de 50% de la population au seuil de la pauvreté. Ce n'est pas unique, mais c'est quand même très difficile à comprendre pour les Iraniens, plus toutes sortes d'autres inégalités, les restrictions pour les jeunes, et tout cela, bien évidemment, dans un moment, enfin dans une période plutôt, où les jeunes connaissent tout de ce qui se passe en dehors du pays. On ne peut plus faire taire les jeunes et les populations, et que ce soit dans tous les pays, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les nouvelles formes de communication. Donc on peut essayer de leur inculquer des principes, des restrictions dans les écoles, dans les rues, au sein des familles, où vous voulez, mais ces jeunes, et de toute façon toute la population qui est connectée, et près de 80% de la population iranienne est connectée,
ils savent qu'il y a autre chose ailleurs, que les gens vivent différemment, qu'il y a plus de liberté. Et donc, c'était inévitable que ces mécontentements se joignent les unes aux autres. Et je pense que le fait que les hommes, les jeunes hommes en particulier, se joignent aux femmes, c'est la réponse aux, aux- aux restrictions aussi, parce que les hommes aussi, en fait, vivent des restrictions. Ce ne sont pas seulement les femmes. Quand la moitié de la population, que sont les femmes, font l'objet d'exactions et de restrictions, l'autre moitié, c'est à peu près, peut-être pas aussi mauvais, mais aussi subit les restrictions. Exemple, si une femme n'a pas le droit de sortir ou n'a pas le droit de fréquenter un homme, l'homme non plus n'a pas le droit, évidemment, de fréquenter les femmes, même si les hommes ont beaucoup plus de droits que les femmes, malgré tout. Et donc, on a une population qui n'a plus d'avenir, et en fait n'a plus rien à perdre. Et ça explique pourquoi tout le monde s'est mis ensemble, plus les minorités ethniques en particulier, qui ont joint le mouvement. Et malgré tous leurs efforts, il semble que pour le moment, le régime a quand même réussi à modifier les formes de contestation et de résistance. D'une résistance ouverte, on est passé, en septembre, on est repassé à une désobéissance civile, à une résistance silencieuse, et on retrouve à peu près ce qui était l'opposition avant septembre 2022. En clair, c'est cette conjonction, on va dire, d'intérêts, de lutte, en septembre, entre jeunes femmes plus mûres, jeunes hommes et quelques hommes plus mûrs, c'était plus une contestation du régime qu'une volonté d'émanciper la femme. Ça commence par les slogans qui sont en faveur femme, vie, liberté. Et donc, et tout le monde se retrouve autour de ces slogans, vie, liberté, femme peut-être moins, mais très très vite, cela se transforme en une contestation du régime, ce qui est absolument neuf. Il y avait eu des tentatives, il y avait eu des moments pour des raisons politiques et économiques où le régime avait été critiqué, mais là on a vraiment une demande de départ, d'anéantissement de ce régime. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin, puisque les slogans sont encore plus durs, puisque on voit apparaître les morts à Khamenei, en citant les personnes. Donc ça se radicalise de plus en plus, étant donné la répression évidemment que subissent les Iraniens. Est-ce qu'il y a une forme de regret du passé? Parce qu'alors on pourrait se poser légitimement la question, il y a eu incontestablement un espoir visible en 78-79, lorsque le régime du Shah est balayé, son départ précipité, le retour de l'ayatollah Khomeini revenant de Naufle-le-Château en France, rappelons-le, vers l'Iran, avec des débuts chaotiques certes, mais une tentative quand même de gouvernement d'abord plus laïque, avec un certain nombre de personnalités comme Chapeau Bartière et d'autres. Est-ce qu'il y a instamment aujourd'hui un regret de l'une de ces époques, voire de l'époque antérieure du Shah? Une partie de la population iranienne, une petite partie en Iran et une grande partie en Occident, dans la diaspora, regrette l'époque du Shah. Ça, ce sont les nostalgiques. Mais sinon, ce que l'on regrette, c'est la tournure des choses en 1979, parce que, en fait, c'est la faiblesse de ce qui s'est passé aussi d'un point de vue politique en 1979, parce que n'ayant pas assez d'expérience probablement et de soutien populaire, tous les partis politiques, les groupes, les tendances se sont mis derrière Khomeini, avec une lecture totalement erronée de l'histoire, en pensant que s'il
s'il arrivait et que le régime antérieur, l'ancien régime tombait, il allait partir. C'était faire une erreur monumentale. Bon, c'est vrai qu'il avait dit, il avait laissé quand même entendre que peut-être il ne prendrait pas le pouvoir, mais ça s'est passé ce qui se passe dans toutes les révolutions, à savoir que petit à petit, il a éliminé tous ses opposants. C'est naïf de croire l'inverse. C'était naïf, c'était une méconnaissance de l'histoire, vraiment. Mais aussi, il y a le fait que quand vous avez une coalition très hétérogène, le cas de la Turquie actuellement pendant les élections, toute proportion gardée, montre que c'est quand même problématique. Vous avez des gens de droite, des nationalistes, des gauchistes de toutes sortes, des humanistes, enfin toutes sortes de personnes, des groupes religieux, politiques, qui tous ont un seul but, le Shah doit partir. Et le Shah est parti. Mais quoi après? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Khomeini a bien contrôlé la situation et nous sommes quelques 40 et quelques années après encore dans cette situation. Quelques 40 et plus après, on se retrouve donc avec des femmes qui, en septembre dernier, non seulement commencent par porter le voile légèrement en arrière, découvrant les cheveux, c'est la raison pour laquelle, après tout, parce que le voile n'était pas bien positionné, on interpelle Mahsa Amini, on la brutalise et elle meurt. À partir de là, certaines arrachent le voile par solidarité et se coupent les cheveux. Énormément, dans leurs cheveux très longs, coupent cette tresse et la jettent au sol de manière très emblématique en filmant la scène, à visage découvert. Tout à fait. C'est quoi ce signal par rapport aux cheveux? Parce qu'ici, on nous parle souvent de manière romantique du voile qui doit recouvrir les cheveux. C'est une raison plus prosaïque? Alors, ce voile qui a été imposé, qui est devenu obligatoire à partir de la prise de pouvoir de Khomeini quelques années après, c'est dans les lois, c'est passible de punition, etc. C'est un signe qui était interprété, en fait, le foulard, d'une part, représente, dans une lecture islamique, une manière de protéger les hommes des effets excitants de la chevelure des femmes. Alors cette vision de la chevelure maléfique des femmes, elle existe un peu dans toutes les religions, mais donc elle prend au XXe siècle une signification particulière, mais surtout en ce qui concerne l'Iran, je crois que c'est une lecture qui peut être appliquée dans d'autres cas, mettre le voile sur la tête des femmes était une manière de protéger la population contre l'occidentalisation. En fait, ce voile, c'est vraiment, et d'ailleurs ça a été dit dans les discours, ça a été écrit dans les livres de certains intellectuels de gauche aussi souvent. Je rappelle aussi que dans les premières protestations, aucun parti politique, pas même ceux de gauche, n'ont soutenu les femmes. Mais pour revenir à cette question du voile, les femmes étaient considérées comme étant porteuses de ce que l'on pourrait appeler, et ça a été d'ailleurs appelé, le virus de l'occidentalite, la maladie de l'Occident. Et donc, les voiler, c'était une manière de lutter contre l'impérialisme, contre l'ancien régime qui en avait fait aussi, du dévoilement, un signe d'émancipation, contre l'Occident dépravé. Et on voit aussi d'ailleurs qu'à part l'Iran, cette question d'attaque contre l'Occident dépravé, trop laxiste d'un point de vue des relations sexuelles entre les uns et les autres, c'est un discours qui porte, pas seulement en Iran, mais dans d'autres pays également. La condition de la femme, on vient de parler de ce qui est apparent et visible, est-ce que la condition juridique également de la femme a changé depuis Khomeini en termes d'héritage, de possibilités
de vie, ou est-ce que là, elle a gardé sa possibilité d'occuper toutes les fonctions possibles et imaginables dans la société et d'être éventuellement un acteur civil à égale partie en droit de l'homme? La seule chose qu'elle a conservée, c'est le droit de vote. À part cela, tant du point de vue de son rôle dans la famille et en tant qu'épouse, ses droits ont régressé. Le droit au divorce, même s'il existe en islam, n'est vraiment pas facile. La majorité des femmes doivent finalement soit rester parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit payer et abandonner la dot qui existe dans les unions iraniennes pour pouvoir se débarrasser d'un mari. Elles doivent apporter des preuves. Donc d'un point de vue privé, elle n'a pas la garde des enfants non plus, par exemple. Ce qu'elle avait obtenu quand même dans certaines circonstances auparavant, je ne veux pas non plus embellir la situation antérieure, mais en tout cas tous les droits qui avaient été acquis ont été effacés. Et alors par ailleurs, par exemple au niveau des études que les femmes font, et ça c'est aussi une spécificité malgré tout de ce régime, les femmes n'ont pas été renvoyées à la maison totalement comme elles le sont par exemple en Afghanistan, mais d'abord, évidemment, il fallait que les hommes et les femmes soient séparés, mais ensuite, surtout, dans un premier temps, toutes les disciplines ne leur étaient pas ouvertes. Tout ce qui mettait en danger l'honneur de la famille, qui faisait côtoyer les femmes et les hommes, a été interdit dans un premier temps. C'est des choses qu'elles ont obtenues petit à petit, pas dans toutes les disciplines, mais en tout cas, elles ont obtenu des aménagements. Elles ont obtenu aussi quelques aménagements depuis 40 et quelques années. C'était quand même nécessaire dans leurs droits dans la famille. Mais la femme est considérée comme un être ayant un esprit inférieur à celui de l'homme. Et donc, il y a des fonctions qu'elle ne peut pas, et ça ne change pas, qu'elle ne peut pas remplir. Par exemple, elle ne peut pas être juge. Alors récemment, les femmes ont obtenu la possibilité que dans quelques affaires très privées et restreintes, elles puissent faire quelque chose, mais de manière générale, non. Donc, les restrictions sont vraiment à tous les niveaux. Travail, éducation d'une certaine manière, famille, l'héritage n'a toujours pas changé. En ce qui concerne, encore une fois, ça c'est le droit familial, disons, tout ce qui est polygamie, etc., rien n'a changé, même si tous les hommes ne sont quand même pas polygames, il faut beaucoup d'argent pour ça, mais donc c'est contre tout cela que les femmes se révoltent encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jeunes filles, la moyenne d'âge était de 16 ans en septembre-octobre, mais vraiment donc des toutes jeunes filles. D'une part, ce sont des enfants en quelque sorte de la Révolution. Elles n'ont rien vu d'autre, mais évidemment il y a la toile, Internet et compagnie. Et aussi beaucoup d'entre elles ne comprenaient pas, mais elles avaient tort quand même, pourquoi leur mère n'avait rien fait. Il y a aussi cette différence d'âge et de génération qui est entrée en jeu. Pourquoi les mères n'ont pas protesté alors que les mères ont fait ce qu'elles pouvaient, en tout cas certaines d'entre elles, mais la répression a été très grande et on le voit aujourd'hui, même si depuis quelque temps, je peux constater aussi que les médias, en tout cas étrangers, ne s'intéressent plus tout autant aux exécutions qui continuent jour après jour. L'Iran est toujours dans la même situation de révolte que septembre, sauf qu'elle est sortie de l'œil des médias. Oui, vous évoquiez, Firuzena Avandi, cette répression féroce du régime, des exécutions par pendaison à des grues, exécutions publiques, des enfermements. La Belgique en sait hélas quelque chose, d'autres pays aussi, avec l'affaire Olivier Van de Castel, puisqu'à l'heure où nous nous rencontrons, il est toujours
en prison, même si son statut a changé, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est toujours pas libéré. Cette brutalité visible du régime, ok, elle n'intéresse plus tellement les médias, mais est-ce qu'elle choque sur place ou est-ce qu'on s'y est accoutumé? Il y a quand même, non, il y a toujours le choc, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu, ne serait-ce que cette semaine, des exécutions, les gens sont sortis. D'Iraniens et d'Iraniennes, des jeunes. Tout à fait. Les gens sortent dans la rue pour protester. Les gens sont derrière les portes de prison, donc cela est quand même un élément qui est très visible. Les questions des droits de l'homme, ce sont des questions que les Iraniens et surtout les jeunes respectent, en tout cas veulent défendre. Mais en même temps, il me semble que il y a, vous savez, ça c'est l'être humain, il y a une accoutumance aux mauvaises nouvelles parce que d'abord elles se répètent et ensuite tout simplement aussi parce que on se dit que cela peut changer et que nous sommes vivants et égoïstement on se dit bon, cette fois-ci c'était pas moi, la prochaine fois c'est peut-être moi, même si quand même je relativise ce que je suis en train de dire, l'accoutumance existe, mais la révolte est toujours là, elle est toujours là. Est-ce qu'il y a un tropisme occidental à croire que la démocratie est forcément la finalité ultime dans le monde? Parce que si l'on voit les parrains historiques de l'Iran depuis l'accession de Khomeini, c'est d'abord la Russie dans sa splendeur. Aujourd'hui, elle est évidemment rabotée, cette splendeur, mais c'est la Chine qui prend le relais, tant vis-à-vis de la Russie d'ailleurs que vis-à-vis de l'Iran, et qui force, sans doute plus ou moins, une réconciliation qui semblait incroyable entre Téhéran et Riyad, entre Mohammed Ben Salman qui veut se venger lui aussi de l'Occident qui l'accuse de tout, et Téhéran, alors qu'ils étaient, il y a quelques mois encore, censés se battre l'un contre l'autre. Est-ce que ça veut dire que nous assistons, sans trop bien comprendre, à quelque chose qui se passe dans les mondes de l'islam, de l'ordre de la réconciliation politique entre ce chiisme et ce sunnisme qui se vouait une haine cordiale? Je pense que c'est plus une relation qui est reprise d'un point de vue des intérêts géopolitiques et économiques, plutôt qu'une réconciliation du chiisme et du sunnisme. Certes, la question du chiisme et du sunnisme a été instrumentalisée pour expliquer les rapports, la lutte hégémonique entre l'Arabie saoudite et l'Iran en particulier, l'Iran étant chiite et l'Arabie saoudite donc sunnite, chacun voulant diriger le monde musulman. On se retrouve quand même avec un régime qui à présent a pour tutelle la Russie et la Chine, qui ne sont pas non plus des exemples de démocratie. Est-ce que ça veut dire que ce combat des femmes que l'on a, et puis de manière plus élargie, des jeunes femmes et des jeunes hommes, dont on postulait qu'elles voulaient plus de liberté, plus de démocratie, etc., est-ce que finalement ça n'aurait été qu'un leurre? Non, je ne pense pas. Mais je crois qu'il faut faire la distinction entre le désir de liberté et le désir de démocratie, même si évidemment les deux vont en même temps, mais le désir de pouvoir librement sortir, librement consommer, faire ce que tout jeune fait en dehors de l'Iran ou en tout cas en Occident, c'est pas nécessairement avoir la conscience complète de la démocratie. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que la démocratie ne veut plus dire la même chose. D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est le fait de voter? Alors certains diront que oui, les gens votent. Récemment, on me demande si la démocratie, l'Inde est la plus grande démocratie du monde. Certes, c'est le pays le plus peuplé, mais ça ne fait pas de l'Inde une démocratie actuellement.
Donc, la conscience politique et le désir de liberté me semblent parfois ne pas aller ensemble. Il y a une hypocrisie, néanmoins, de ce régime. Tous les jeunes ne sont pas égaux, je dirais, devant l'absence de droits. Manifestement, des enfants, singulièrement sans doute des jeunes hommes, mais quand même, des enfants de dignitaires du régime, on le sait, les images ont circulé, organisent des fêtes qui n'ont rien à envier à celles d'Ibiza, qui sont des discothèques à ciel ouvert, avec des jeunes filles en bikini, avec de l'alcool qui coule, de la drogue qui circule. Et tout ça est connu de la police politique. Oui, 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 oui. C'est un petit peu... enfin, c'est le drame et le paradoxe de ce pays. Mahsa Amini n'était pas une fille du dignitaire du régime. Non, et d'ailleurs, ça va plus loin. Effectivement, il y a une partie des... Enfin, non, les enfants des dignitaires de ce régime, ceux que l'on appelle les Orazadeh, ceux qui sont, disons, la noblesse de la République islamique, vivent dans un monde qui est totalement un monde de liberté à l'occidental, disons. Et d'ailleurs, vivent pour la plupart à l'étranger, un petit peu comme les Russes. Mais, enfin, les enfants des dignitaires russes, ils sont à l'étranger et non seulement n'ont pas conscience, mais lorsqu'ils le savent, méprisent le peuple, la populace qui, elle, évidemment, ne bénéficie d'aucune facilité. Et ce n'est pas seulement, cette inégalité n'est pas seulement dans les loisirs. Lorsque l'on regarde qui, en Iran, quels sont les jeunes qui ont été exécutés, on peut voir que ce sont vraiment des jeunes, des enfants de classe très populaire, des enfants de vendeurs de légumes dans les rues, des enfants des jeunes qui, oui, sont de classe extrêmement populaire, et c'est ceux-là qui sont exécutés, encore une fois. Les autres sont traités de manière différente, parce que quand vous avez l'argent en Iran, votre situation est quand même plus facile. Vous pouvez acheter votre liberté, vous pouvez adoucir vos conditions de détention, vous pouvez vous faire entendre à l'extérieur. Il y a quand même une différence, et tant mieux pour ceux qui ont cette possibilité, entre des personnalités connues, des acteurs, des écrivains, des artistes, et le jeune homme qui survit quotidiennement et dont la voix n'est pas portée nécessairement à l'extérieur pour qu'on le défende. Alors une dernière question. Il y a eu ces mouvements de septembre dernier. Vous nous avez dit que parce qu'aussi l'effet médiatique s'atténue et que la répression était forte, on a un retour à une opposition plus larvée, telle que l'on la connaissait avant la mort de Mahsa Amini. Est-ce que, pour autant, il y a une alternative pensable au régime actuel? On le sait, menacé par la crise économique, par l'embargo, par toute une série de choses, mais est-ce qu'il y a des personnalités charismatiques, des mouvements politiques alternatifs qui seraient susceptibles, comme on a pu balayer le Shah, de balayer le régime ou de se substituer à lui? Ou est-ce que c'est simplement la rotation des cadres du régime? Je pense qu'une alternative crédible et soutenue par tous n'est pas encore là. Et c'est ça la faiblesse de ce mouvement. C'était déjà la faiblesse du mouvement de la Révolution verte, parce qu'il n'y avait pas non seulement de leaders, même s'il y en a eu deux qui se sont rajoutés, qui ont été présentés comme les leaders, et il n'y a pas d'idéologie non plus. Le Shah doit partir, la liberté, même si elle est chérie par nous tous, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire plier un régime, en tout cas dans ce cas-ci. Et donc, il y a eu des coalitions qui se sont mises en place, surtout dans la diaspora. À l'intérieur, il y a des personnalités qui
qui surgissent de temps en temps, mais ça ne va pas au-delà de ça. Et puis la répression est telle que personne n'ose se prononcer. Et donc, tirant profit de ceci, plus la répression, plus malgré tout une manière très subtile qu'a ce régime depuis assez longtemps de négocier avec les forces extérieures, les puissances chinoises, russes et d'autres, eh bien, et aussi d'avoir des cartes en main, parce que pendant longtemps, les pays occidentaux en particulier ont cru que la signature, par exemple, des accords sur le nucléaire était primordiale et que cela changerait la situation et puis que cela pourrait donner des résultats peut-être positifs. Depuis le temps qu'on négocie, on n'y est pas, mais il y a des personnalités, en tout cas à la Commission européenne, qui y croient. Et par exemple, malgré le fait que le Parlement européen a considéré que les gardiens de la révolution, qui sont vraiment le bras armé, le soutien essentiel militaire de ce régime, était un groupe terroriste, ça n'a pas été suivi par le reste des composantes européennes. Donc il y a cet espoir qui fait que ça joue en faveur finalement du régime actuel. Et il y a, je pense également, mais ça je peux ne pas être tout à fait dans le correct, il y a aussi quand même cette politique, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des otages, la politique donc de prise d'otages des Iraniens, qui est devenue quelque chose d'intolérable et qui peut jouer. Je ne crois pas que ça joue au niveau du changement du régime, mais en tout cas, ça joue au niveau des relations entre les puissances ou les pays extérieurs et l'Iran. Merci, Firuzena Avandi, pour ce portrait d'un Iran qui bouge et ne bouge pas, qui tente et n'aboutit pas, de ces femmes en Iran qui souhaiteraient plus d'émancipation, mais ne sont pas une force politique en tant que telle constituée, qui d'ailleurs, force politique, n'existe pas vraiment, vous nous l'avez dit, en alternative, de ces questions sur cette islamisation ou réislamisation qui ne concerne pas que l'Iran, mais qui évidemment nous est apparue aussi avec cette révolution iranienne autour de la figure à l'époque de l'ayatollah Khomeini. 2 livres, donc Les visages de la réislamisation et Être femme en Iran, 2 livres aux collections de l'Académie en poche, de l'Académie royale de Belgique. Merci. Merci à vous.